pour un update lecture. Je vais donc vous présenter dans cette vidéo quelques-unes de lectures que j'ai faites au cours de ce dernier mois, puisqu'au moment où je filme cette vidéo nous sommes en novembre et je sais très bien qu'elle ne sera postée que courant décembre. Vous faites un petit voyage dans le temps avec moi et c'est très sympathique, comme ça on reste dans le thème de la science-fiction qu'on va bien retrouver dans cet update. Normalement il y en aura donc pour tout le monde dans cette vidéo puisque je vais vous parler de science-fiction, de thriller mais aussi de contes. Et on commence avec The Stepford Wives d'Ira Levin qui est un livre de science-fiction adulte qui a été écrit dans les années 70. Alors, si jamais vous voulez lire en français, il a été traduit sous le nom Les femmes de Stepford, Stepford étant une ville et pas une personne. Malheureusement, il ne se trouve pas si facilement dans le commerce, j'ai l'impression qu'il n'est plus vraiment édité, donc vous le trouverez principalement en occasion ou je pense en format EPUB, hein, en numérique, ce sera aussi très bien. Pour ce qui est de l'histoire, on est donc dans un livre de science-fiction. En fait, vous allez suivre l'histoire d'une famille qui va s'installer dans la ville de Stepford, donc ils arrivent, ils sont tout gentils, tout nouveaux, et on suit en particulier le personnage de Joanna, qui est donc la femme de cette famille, la mère de famille, et en fait un petit peu son point de vue sur ce nouvel environnement et notamment en fait les femmes qui habitent la ville de Stepford qui sont toutes entièrement consacrées finalement à leur mari, à leurs enfants et au fait de tenir en fait le foyer en général, ce qui va un petit peu perturber le personnage de Joanna qui va vous le faire comprendre assez vite et qui va se demander en fait pourquoi ces femmes sont autant dévouées en fait à leur foyer et pas vraiment portées sur elles-mêmes puisque du coup elles n'ont pas l'air d'avoir d'aspiration personnelle. Et du coup ce qui m'a personnellement bien marqué dès le début c'était le personnage de Joanna que j'ai vraiment beaucoup aimé parce que je l'ai trouvé hyper crédible en fait. Qu'il s'agisse de ses joies, de ses peurs, de ses angoisses, c'est un personnage auquel on s'identifie extrêmement facilement et qui est aussi extrêmement, je trouve, moderne. Du coup, je trouve qu'elle représente extrêmement bien en fait son époque, puisque dans les années 70, il y a pas mal de femmes qui ont commencé à se lever un petit peu contre le patriarcat, les inégalités de droit en fait pour les femmes dans le monde, hein, et puis évidemment aux États-Unis aussi à l'époque. Donc voilà, je la trouve très ancrée dans son époque et je trouve qu'Ira Levin a très bien réussi en fait à retranscrire ça, enfin lui forcément il a écrit dans les années 70, et pour le coup elle a des interrogations qui sont toujours valables actuellement. Ce qui en découle directement, eh bien c'est l'ambiance de ce récit-là que j'ai aussi beaucoup aimé, puisque forcément Ira Levin l'a écrit dans son jus, hein, dans son époque, mais du coup en tant que lecteur, bien après, on se retrouve très bien plongé en fait dans la mentalité de cette époque-là et cette espèce de clivage en fait qui divisait quand même pas mal les gens et surtout deux types de mentalités qu'on pouvait retrouver, des mentalités peut-être plus traditionnelles, peut-être plus rétrogrades, hein, maintenant on va les qualifier comme ça, qui ne sont pas pour l'égalité des rôles par exemple au sein d'un foyer, et en fait toutes ces femmes qui ont commencé à revendiquer en fait leur indépendance et de dire que elles avaient le droit de faire le métier qui les intéressait, qu'elles avaient le droit de travailler tout court d'ailleurs, d'avoir des passions qui leur plaisaient et qu'elles n'avaient pas forcément besoin de se consacrer entièrement à leur mari et à leurs enfants pour être heureuses. C'est assez cool de retrouver ce contexte là avec cette opposition hein, et ces autres familles qui elles sont vraiment pas du tout dans cette notion d'indépendance et qui veulent conserver ces rôles bien cloisonnés par exemple au sein d'une famille. Du coup tout est extrêmement bien retranscrit, qu'il s'agisse par exemple des lieux, des personnages ou bien tout simplement de la psychologie des gens. Vous vous en doutez, j'ai évidemment beaucoup aimé le message que contient ce livre-là, hein, puisqu'on est clairement dans un message quand même assez féministe hein, pour le coup, puisqu'on a un personnage qui revendique son indépendance très régulièrement dans le livre, et on va aussi voir d'autres femmes hein, dans ce récit qui revendiquent aussi le rejet de certaines formes de pression sociale qui sont assez énormes, comme par exemple, comme je vous le disais, le rôle de la femme au sein d'un foyer, puisque c'est elle qui doit s'occuper des enfants, qui doit faire la cuisine, faire le ménage et en fait être au service un petit peu de son mari, en particulier hein, dans les années 70. Vous avez aussi cette pression sociale autour par exemple du sexe hein, dans un couple, puisque c'est souvent quelque chose qui était considéré comme dû hein, en fait au sein d'un couple, et le sexe n'est absolument pas quelque chose de dû, hein, la notion de consentement est très importante et pour le coup on l'aborde assez bien en fait dans ce récit-là, enfin c'est en filigrane mais c'est là quand même et du coup moi je trouve ça chouette de dire non, hein, on ne doit pas du sexe, ça n'existe pas. Vous avez aussi toute cette pression sociale autour de l'apparence d'une femme hein, qui doit toujours prendre soin d'elle, être agréable, gentille,
douce, docile, voilà, elle doit être très lisse et plaire à son mari et aux autres personnes, hein, pour ne pas les agresser bien sûr. Bref, du coup on a vraiment un personnage principal qui est au courant de ses droits, de ses possibilités, de tout ce qu'elle pourrait faire en fait dans sa vie, qu'il revendique assez souvent et qui du coup a tendance à lutter contre des messages assez rétrogrades et des mentalités qui le sont aussi, et ça forcément ça m'a parlé, mais alors très très fort, et malheureusement c'est toujours autant valable aujourd'hui, hein, notamment par exemple pour la pression sociale autour de la place de mère, hein, puisque on doit être maman, hein, c'est un destin de femme visiblement. Ce qui pourrait éventuellement déplaire dans ce récit-là, ce sera peut-être La Plume d'Ira Levin. Alors moi je l'ai lu en VO, j'avais déjà lu Rosemary's Baby du même auteur en VF cette fois-ci, et je vous confirme qu'Ira Levin a un style assez particulier, puisqu'elle a une plume, je dirais, assez sèche en fait, avec des phrases très courtes qui s'enchaînent, qui sont souvent assez factuelles. Et c'est vraiment clairement le genre de choses qui est déstabilisant, hein. Même moi avec un tout petit livre comme ça, j'ai été déstabilisée. Donc clairement c'est pas le genre de bouquin que je vais recommander à quelqu'un qui voudrait commencer en fait de la VO, parce que même si c'est du vocabulaire assez courant, hein, il n'y a rien de très compliqué dans le vocabulaire, l'articulation des phrases n'est pas forcément la plus évidente, et ça peut clairement vous perdre. Donc je ne recommande pas à quelqu'un qui veut commencer la VO de lire Ira Levin, parce que je pense que c'est carrément son style en fait. Donc je pense qu'il faut être habitué un petit peu à l'anglais pour s'y faire plus facilement. Du coup c'est un bouquin que je recommande vraiment, hein, pour ses messages, l'histoire est aussi sympa. Maintenant si vous avez déjà vu le film comme c'était mon cas, vous n'aurez pas énormément de surprises, donc ce sera peut-être pas un gros kiff, hein, mais moi j'ai bien apprécié. En plus c'est un livre assez court, je crois qu'il fait 200 pages pour la version... ah même pas, il fait 120 pages, c'est tout court, pour la version américaine. Donc voilà, n'hésitez pas. J'ai ensuite lu Carnet noir de Stephen King, qui m'avait été envoyé par le livre de poche, et je vous avoue que j'ai été très contente de le recevoir, car Stephen King, vous le savez, depuis ces derniers mois, je le découvre et je kiffe vraiment beaucoup. Il faut savoir que Carnet noir est une espèce de suite de Mr Mercedes, qui a été donc publié avant évidemment. Malgré tout, si vous voulez ne pas être spoilé sur le premier tome, je vous recommanderais de les lire dans l'ordre, parce que vous avez un petit fil rouge en fait dans ce livre-là, qui découle directement du premier. Et n'ayant pas lu le premier tome, eh ben, j'ai été spoilée en fait sur l'issue du premier tome, ce qui peut être dommage si jamais vous vouliez garder la surprise, hein, voilà. Malgré tout, ça n'empêche pas du tout de comprendre le deuxième tome, j'ai pas eu de soucis du tout. Donc je vous mets en garde sur ce petit détail. Pour ce qui est de ce récit, cette fois-ci, on va parler d'un écrivain en fait qui va se mettre à la retraite, qui va décider de ne plus publier de livres du tout. Sauf que voilà, cet écrivain a beaucoup de manuscrits chez lui, de pas mal d'histoires qu'il ne publiera jamais, puisque c'est sa décision. Sauf que ça va mettre pas mal de personnes en colère, notamment une personne qui va décider un soir d'aller cambrioler en fait la maison de cet écrivain, qui va s'emparer de ses manuscrits et qui va aussi décider de tuer l'écrivain, hein, voilà, sous la colère. Et vous allez suivre un petit peu tout ce qui va découler en fait de cette prise de décision et de ce vol. Et je pense que je vous en dirai pas plus, parce que moi j'en savais pas plus que ça. Et bah, ça a été très cool en fait, pour vraiment découvrir l'histoire, et ça m'a bien tenu en haleine. Et je vais commencer avec l'un des points que j'ai beaucoup aimé dans cette histoire, ce sera les personnages et notamment leur psychologie, parce que c'est vraiment l'un des talents de Stephen King. Il sait vous produire des personnages qui vont vous sembler extrêmement crédibles, extrêmement fouillés, avec beaucoup de relief, et c'est vraiment en fait, je pense, qui porte ce récit-là, c'est vraiment sa force, puisque chacun des personnages, qu'il vous fascine, qu'il vous plaise, que vous vous y attachiez, voire même qu'il vous dégoûte, aucun des personnages vraiment, en tout cas principaux, ne peut vous laisser indifférent. Et vous avez aussi tendance, malgré tout en fait, à vous identifier à certains de leurs traits psychologiques, de leurs réactions, voire même certains de leurs objectifs. On se prend très facilement au jeu, ça les rend du coup extrêmement crédibles, et ça vous implique aussi vous-même en tant que lecteur dans le récit. Donc pour moi, c'est genre un énorme plus de réussir à impliquer son lecteur comme ça. En tout cas, ça m'a beaucoup plu. Ce qui en découle directement, en fait, c'est la thématique de cette histoire, puisqu'on va parler vraiment d'obsession, de fascination, parce que vous avez quand même quelqu'un qui décide d'aller buter un écrivain parce qu'il a décidé de ne pas publier ses futurs écrits. C'est donc qu'il est quand même sérieusement, hein, obsédé par le travail créatif d'une autre personne, et déjà c'est quand même un énorme point de départ.
L'obsession, la fascination, ce petit désir créatif aussi, c'est vraiment ce qui va aussi porter le récit, c'est ce qui va provoquer tous les enchaînements, tous les rebondissements, qu'ils soient positifs ou négatifs. Et vous, en tant que lecteur, eh ben, vous allez aussi vous prendre au jeu puisque vous allez être finalement convaincu par ce désir obsessionnel autour de ces manuscrits. Et vous allez à votre tour presque vouloir vous accaparer en fait ces manuscrits aussi. Et c'est quelque chose que j'ai trouvé très efficace et c'est aussi en fait ce qui a fait que moi-même j'étais un peu obsédée par l'histoire et je voulais savoir jusqu'où on allait aller. Et ce qui accompagne tout ça, c'est vraiment la fluidité du récit, malgré la petite briquette que c'est, puisqu'il fait à peu près 550 pages, on ne voit pas le temps passer, on le lit très très facilement. Stephen King a vraiment un talent de conteur, je m'en suis rendu compte avec ses précédents livres. Il sait très très bien arranger une histoire et vous vous prenez aussi facilement au jeu. Donc je l'ai lu très vite. Vous avez aussi plusieurs trames narratives qui sont assez cool à suivre et qui là encore alimentent cette envie de continuer à lire l'histoire. Petit bémol, et c'est dommage quand même, c'est la fin du récit que j'ai pas trouvé aussi géniale que le reste de l'histoire. Je la trouvais pas à la hauteur en fait de tout le roman finalement. Donc bon, c'est un peu dommage que ce soit aussi rapide, parce que moi ça m'a semblé trop rapide en fait comme fin. Et du coup j'étais un petit peu frustrée, je suis un petit peu restée sur ma faim justement. À mon sens, c'est donc pas forcément le meilleur Stephen King, malgré tout c'est toujours aussi bien écrit, les personnages sont toujours aussi chouettes. Et c'est aussi le genre de bouquin qui peut plaire aux personnes qui ne sont pas forcément habituées au thriller. Ça reste hyper accessible, c'est pas le truc le plus gore ou le plus glauque de l'univers. Donc vraiment, si jamais vous voulez vous plonger dans les thrillers, pourquoi pas commencer avec celui-là parce qu'il est quand même assez sympa et il est très facile de s'identifier aux personnages. Toujours envoyé par le livre de poche, j'ai cette fois-ci découvert Annihilation de Jeff Vandermeer. Et c'est un livre de science-fiction adulte et c'est le premier tome d'une trilogie. Alors, pour l'histoire, on va suivre en fait une expédition de femmes, je crois que c'est la 14e expédition. Enfin bref, c'est pas la première expédition en fait qui se rend dans une zone assez dangereuse qui s'appelle la zone X. Et en fait plusieurs personnes ont été envoyées dans cette zone et ne sont pas forcément revenues dans le meilleur état puisque certaines personnes n'en sont d'ailleurs pas du tout revenues puisqu'il y a eu des suicides sur place, c'est très sympa, voire même des disparitions totales. Et les personnes qui sont revenues de cette expédition sont quand même toutes revenues extrêmement traumatisées, voire même sont mortes dans les mois suivants. Donc clairement c'est pas un endroit où on va aller passer ses vacances. Alors je vais vous le dire tout de suite, c'est pas un livre que j'ai beaucoup aimé, je vais vous expliquer pourquoi, mais je vais quand même commencer par le positif, faut pas abuser. Alors moi ce qui m'a tout de suite attiré évidemment c'était le concept puisque une zone dans laquelle chacun se rend et a peu de chances de ressortir, clairement ça suscite ce petit côté putain il va se passer des trucs horribles chez moi qui est tout de suite attirant puisque je me dis chouette, peut-être des morts, peut-être des créatures affreuses, bref voilà, tout de suite ça m'a attirée donc j'étais très contente de plonger dedans. Alors on retrouve un petit peu cette ambiance un petit peu effrayante avec un personnage qui se pose énormément de questions, qui a quand même certaines angoisses, certaines peurs et du coup ça entraîne quand même la lecture. Malgré tout ça n'a pas suffi en fait à me plaire et à m'entraîner dans l'histoire. Le premier point qui m'a vraiment beaucoup gênée ce sont les personnages. Alors c'est pas habituellement le point principal pour moi dans un récit, j'ai pas forcément besoin d'un personnage qui va me plaire énormément, je compte souvent plus sur l'univers, le concept, le côté immersif en fait, souvent c'est ce qui va me porter personnellement. Mais là j'ai vraiment eu énormément de mal à m'y faire. Déjà il faut savoir que vous ne connaissez pas les prénoms des personnages en fait. Donc déjà pour les gens qui ont besoin de s'identifier et de s'attacher, c'est extrêmement déstabilisant. Vous ne connaissez les personnages que sous en fait leur dénomination scientifique. Par exemple, il y a une psychologue, une géomètre, vous avez aussi je crois une anthropologue, bref en fait vous les suivez vraiment sous leur titre, sous leur métier, mais vous n'avez pas d'indication sur qui elles sont vraiment. Et du coup les personnages j'ai trouvé qu'ils avaient du coup pas de relief, en fait vous construisez une image à travers le nom de leur métier finalement. Et même pour le personnage principal, on n'a pas énormément d'informations, alors on a quelques infos sur son passé au fur et à mesure, mais pour moi ça n'a pas suffi à m'attacher, clairement elle était trop froide, trop distante pour moi. Mais du coup j'étais complètement, mais alors vraiment complètement indifférente au destin de chacun des personnages. Voilà, qu'il s'agisse de personnages secondaires on va dire, ou le personnage principal. Vu que je m'y étais pas attachée, en fait qu'il leur arrive des trucs chouettes ou absolument horribles,
ça me faisait rien, je m'en foutais complètement. Alors je pense que c'est peut-être lié au parti pris très scientifique de ce récit, puisque vous avez le point de vue donc d'une femme qui va vous raconter ce qu'elle voit, qui vous décrit ce qui se passe à des fins scientifiques. Du coup forcément elle met de la distance entre elle et ce qui se passe autour. Mais du coup je pense que ça m'a totalement bloqué, ce qui est quand même assez dommage. Mais je pense que ce qui m'a vraiment le plus bloqué dans ce récit là, c'est complètement la narration, parce que même si le livre est assez court, il fait quoi, 200 pages, voilà, j'ai eu énormément de mal à avancer dedans. J'ai mis au moins une semaine à le lire, c'est long une semaine, surtout quand c'est un petit livre comme ça, et surtout avec mon rythme de lecture, je lis pas énormément, mais je fais rarement une semaine pour lire 200 pages. Là encore, je pense que c'est totalement lié à l'aspect scientifique du récit, puisque vous suivez en fait le rapport de cette personne-là, donc vous avez énormément d'éléments factuels. Elle vous décrit ce qu'elle voit, elle n'y met pas forcément une grosse implication personnelle, et du coup ça met énormément de distance entre vous et le récit. Moi j'ai trouvé ça assez dur en fait de s'adapter à ça, et personnellement j'ai pas réussi à le faire. Du coup j'avais aussi très souvent tendance en fait à oublier ce que je venais de lire, ce qui est quand même extrêmement gênant pour suivre une histoire, parce que ça me semblait tellement factuel, tellement point de détail que j'avais trop de mal en fait à intégrer tout ça. Et ce qui me gêne particulièrement, c'est que j'ai même complètement du mal à me souvenir de la fin du récit alors que je l'ai lu il y a pas si longtemps. Voilà, c'est vraiment le gros problème de ce récit-là, c'est sa narration, en tout cas pour moi, ça n'a pas fonctionné du tout. C'est un petit peu pareil au niveau de l'histoire, malgré un concept qui me plaisait énormément, et bien j'en suis ressortie avec l'impression qu'il s'était pas passé grand chose finalement, et que même si j'avais eu quelques-unes de mes théories en tête au début, et certaines se sont révélées à peu près correctes, d'autres pas forcément, et ben j'ai éprouvé pas grand intérêt pour l'histoire finale, même si c'est qu'un premier tome de trilogie, et du coup forcément si c'est un premier tome de trilogie qui m'intéresse, pas plus que ça, bah, je sais que je lirai pas la suite, c'est dommage, mais voilà, on peut pas tout aimer. C'est du coup pas forcément le bouquin que je vais recommander aux personnes qui ne connaîtraient pas la SF et qui voudraient commencer. Néanmoins, si le concept vous tente, le bouquin va être adapté au cinéma pour le mois de mars 2018 si je dis pas de bêtises, avec Nathalie Portman qui interprète donc le personnage principal de ce récit. J'ai vu la bande-annonce, il a l'air de se passer plus de choses que dans ce récit-là, donc je pense qu'ils ont interprété le truc. Je sais pas s'il y aura 3 films, je suis pas sûre. Donc je pense que pour moi, j'irai finir l'histoire au cinéma. Et pour terminer tout en douceur, on enchaîne avec Le Magicien d'Oz de Frank L. Baum, que j'ai lu dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge. Le Magicien d'Oz, vous le connaissez probablement, pas forcément en l'ayant lu, mais il s'agit bien d'un conte pour enfants. C'est quand même un gros classique aux États-Unis, beaucoup moins en France, il est vraiment moins ancré dans notre culture quand même. Et c'est un bouquin qui a eu énormément d'interprétations possibles, il y a eu pas mal de films, il y a même eu des séries, il y a eu des comédies musicales, quelques dessins animés aussi, et quelques réécritures, on se demande bien laquelle d'ailleurs. Dorothy Must Die. C'est surtout pour ça que j'ai lu en fait, parce que j'adore Dorothy Must Die, je m'étendrai pas plus que ça, c'est une réécriture du Magicien d'Oz. L'ayant beaucoup aimé, je me suis dit pourquoi ne pas découvrir en détail en fait le conte d'origine. Pour vous centrer rapidement le début du conte, on suit Dorothy, qui est une petite fille, je sais pas, je pense qu'elle a moins de 10 ans, qui vit au Kansas. Alors ça a été écrit en 1900, donc c'est pas tout récent. Elle vit avec sa tante et son oncle. Et en fait un jour il va y avoir un cyclone, et malheureusement pour Dorothy elle va être emportée en fait avec sa maison, toute la maison, elle et son chien sont emportés dans le cyclone, et la maison va s'abattre dans le pays d'Oz, et en s'abattant dans le pays d'Oz elle va tuer la sorcière, je crois de l'Est ou de l'Ouest, je ne sais plus laquelle, bref, elle va sans le faire exprès tuer une sorcière. Et la petite Dorothy, elle va essayer de rentrer chez elle au Kansas et de s'échapper de ce pays d'Oz. Et voilà, et elle va faire plein de rencontres sur place, et voilà. Alors évidemment, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce conte-là, c'est l'univers, c'est déjà ce qui m'avait attiré dans la réécriture du Magicien d'Oz. Mais là, ça a effectivement très bien marché. Parce que c'est clairement le genre de bouquin qui peut faire rêver un gosse. Vous avez énormément de couleurs, vous avez beaucoup de magie, vous avez beaucoup de personnages différents, qu'il s'agisse de personnages tirés en fait du réel, comme par exemple à un moment vous avez un épouvantail qui est vivant. Mais vous avez aussi des animaux qui parlent, vous avez des sorciers, vous avez des sorcières, vous avez en fait tout un univers fantastique dans ce monde-là, qui est assez bien exploité finalement, et c'est clairement le genre de choses qui fait rêver quand on est gosse quoi. Et qui dit conte pour enfants dit message un petit peu didactique, petite morale,
Et ici on va parler d'amitié, de solidarité et aussi de courage. Ce que j'aime aussi beaucoup, c'est qu'on a aussi un gros message en fait de diversité, c'est-à-dire qu'on vous apprend en fait à accepter l'autre, ce qui personnellement me plaira toujours hein, comme message, puisque ils ont tous par exemple des apparences différentes, un passé différent, des objectifs différents, et du coup ça vous permet en fait de vous placer dans les chaussures de l'autre et tout simplement d'accepter en fait un point de vue qui n'est pas forcément le vôtre. Et d'ailleurs les personnages ne sont pas toujours d'accord dans cette histoire, ce qui là encore la rend je trouve un peu plus riche et vous permet aussi de vous identifier à certains personnages, moins à d'autres, mais quoi qu'il arrive à accepter chacun des points de vue. Bon après il faut savoir que ça reste un conte qui est un petit peu daté, comme je vous l'ai dit il a été écrit dans les années 1900, hein, donc c'est quand même assez vieux, hein, ça a bien un petit siècle hein, quand même, c'est pas tout récent, et comme pas mal des contes en fait assez anciens, hein, comme ceux de Perrault par exemple, vous avez quelques détails assez bruts de décoffrage, assez gore, donc c'est pas un univers totalement féerique, hein, l'enfant en fait à qui on va lire ce conte, on lui apprend que la vie elle est pas forcément toute rose aussi, et du coup Franck Elbaum il s'est pas privé de le faire, hein. Je vous rappelle quand même que Dorothy elle arrive dans le pays d'Oz en butant la sorcière, alors elle l'a pas fait exprès bien sûr, mais elle va lui prendre sans pression aucune ses pompes dans la seconde qui suit, hein, et elle va s'en servir parce qu'elle avait plus de chaussures, ok, mais enfin quand même son cadavre était encore chaud, et elle lui a piqué ses chaussures. Donc voilà, hein, on est quand même dans un monde assez dur, hein, quand même, c'est pas non plus toujours chouette, hein. On va aussi confier à Dorothy des missions assez pas sympas pour une gamine de moins de 10 ans, hein, comme aller buter une sorcière, on va lui dire s'il te plaît tu peux aller tuer la sorcière, ça m'arrangerait. Ouais, transformer un enfant de 10 ans en psychopathe, c'est moyen bien, mais bon. Alors, je sais que c'est un livre pour enfants et que dans les contes, les choses se passent quand même assez vite, hein, parce qu'un enfant, on lui lit pas un roman de 300 pages, c'est pas possible. Mais j'ai quand même été assez déstabilisée par l'enchaînement de certains événements, parce que vous avez des trucs assez énormes qui se passent dans le bouquin et qui se déroulent en l'espace de 4 phrases. Et quelquefois j'étais un peu choquée en me disant mais attends, c'était pas censé être genre le point crucial de l'histoire, ce qui va la faire avancer, et on en parle genre 3 secondes et demie. Mais avec le recul, je me dis que peut-être en fait ces fameux points qui nous semblent cruciaux, finalement c'est pas les choses qu'il faut retenir en fait dans l'histoire, mais plutôt tout ce qui se passe autour, tout ce qui amène en fait à ces points-là, et qui font vraiment la morale de l'histoire. Donc je pense que c'est lié. Malgré tout ça peut être carrément, mais alors carrément déstabilisant quand vous le lisez, hein. Du coup je pense que ce qui est mis en avant c'est pas forcément l'héroïsme en fait des personnages, mais ce qui les amène peut-être à être comme ça. Ce qui en soi est pas plus mal, puisque du coup ça nous permet de pas nous montrer des héros super extraordinaires et qui sont pas crédibles du tout, parce que bon, même s'ils sont très matures, hein, notamment cette petite Dorothy qui a 10 ans, je trouve qu'il est quand même assez facile de s'identifier à elle. Et c'est tout pour les quelques lectures que j'ai faites au cours de ces derniers mois. Bien évidemment j'en ai fait d'autres que je vous présenterai dans des vidéos dédiées, parce que j'aime bien faire ça maintenant, un peu espacer et consacrer certaines vidéos à certains types de livres. J'espère que cette sélection vous aura plu. N'hésitez pas à mener votre point de vue sur ces différents bouquins si vous les avez lus. Comme d'habitude, je serai toujours contente de vous répondre dans les commentaires. En attendant, je vous dis à très bientôt et je vous fais d'énormes bisous. Ciao!